bonsoir à ceux qui s'installent parmi nous dans le boudoir d'Hypatie. Vous avez quelques minutes, si vous le souhaitez, pour vous préparer vos petites tisanes, pour être confortable pour aborder cette belle soirée tous ensemble. Autour de Dominique Aucher, qui est ce soir notre invité d'honneur dans ce boudoir. Pour partir voyager dans les mystères de l'Agartha, de Shambhala, la capitale légendaire, mystique, au travers des aventures de son ouvrage Les Portes de l'Agartha. Alors, bienvenue à tous, ravi de vous accueillir. Donc voilà, je vais présenter brièvement notre association. Donc, notre association, c'est Sur les pas d'Hypatie, donc, qui est donc sur Bordeaux, plus particulièrement en Gironde. Nous sommes également en collaboration avec une autre association qui nous permet d'avoir également d'autres domaines. Donc aussi un ovni dans l'assiette qui traite plutôt des sujets donc d'astronomie, d'astrophysique, de physique quantique et bien entendu d'ufologie, puisque tout est complémentaire. Et tandis que nous allons plutôt explorer tout ce qui est histoire, tout ce qui est archéologie mystérieuse, tout ce qui est aussi bien-être, tout ce qui est aussi mystère, tout ce que la culture ouvre en général, de tous côtés, les sciences également, on a aussi des scientifiques qui viennent nous honorer de leurs conférences. On part un petit peu dans tout ce qui nous permet de découvrir, tout ce que la science peut nous permettre d'explorer. Et puis aussi, j'organise des sorties découvertes du patrimoine, sorties découvertes de lieux sacrés, commémoration parfois de fêtes rituelles celtiques, druidiques en notre région, sur des lieux sacrés, avec de nombreuses recherches et de nombreuses ressources historiques. Voilà, et puis également, donc ces soirées autour de conférences, soirées autour d'ateliers, enfin voilà, tout ce que l'on peut avoir envie et envisager d'explorer et d'expérimenter. Voilà, si vous n'êtes pas de la région et qu'un jour vous êtes intéressé par une des activités, eh bien, c'est très facile de me contacter. Mon numéro est publié ouvertement sur notre site internet sur lespadhypatie.fr. Et à ce moment-là, je peux vous mettre en rapport avec notre hôtel partenaire. On est aussi partenaire avec un cinéma du Haillan, le cinéma L'Entrepôt, où l'on permet parfois, lorsque la situation le permet, parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, donc de se retrouver autour de conférenciers, autour de diffusion de films documentaires, de films, etc. Voilà, donc on s'ouvre un large spectre et ce soir, on est ravis d'accueillir Dominique Aucher, donc comme je l'ai expliqué pour son sujet sur l'Agartha et tous les mystères et tout ce que ça évoque. Dominique Aucher, je le rappelle, est praticien et formateur en psychothérapie et dans l'approche transpersonnelle. Il a plus de 40 ans d'expérience. Il a été également infirmier psychiatrique. Donc, si vous voulez, il explore tout ce que les mythes et les légendes peuvent nous apporter, tant au niveau psychologique que dans la spiritualité, mais aussi dans les messages symboliques autour de tout ce que ces mystères peuvent cacher, et puis bien d'autres aussi, puisqu'il fait énormément de recherches, et le fruit de toutes ces recherches nous permettent d'aller au-delà de ce qui nous a été possible de décrypter autour de ces mythes et ces légendes. Donc ce soir, on va explorer son roman, il va nous parler de son roman, Les Portes de l'Agartha, et donc plus particulièrement une grotte mystérieuse, la grotte de Verna, qui se trouve et se situe sur le mont Bugarache. Je pense que c'est bien ça, Dominique? La grotte de la Verna, elle est dessous la pierre Saint-Martin. Ah bon, pardon. Donc, Voilà. sous la pierre Saint-Martin. Mais elle est connectée de chaque côté des Pyrénées. Et dans les Pyrénées, il y a aussi d'autres connexions, il y a aussi d'autres portes. Voilà, mais très bien. Mais écoutez, je vous laisse la main. Merci. Donc, avant de commencer sur la conférence, je vais apporter quelques compléments par rapport à ma démarche et ce qui m'amène à développer ce sujet-là. Donc, comme l'a dit Evelyne, j'irai à la fois mon parcours professionnel tel qu'il a été dessiné a été intimement lié avec mon parcours personnel. Et ce qui fait que
c'est petit à petit que j'ai développé en conscience des relations particulières avec ce qu'on appelle tout ce qui va avec l'Agartha, avec l'intraterre, avec des mondes vivants à l'intérieur de la Terre sous d'autres formes qui peuvent être d'autres énergies, d'autres densités. Mon point de départ, euh, j'ai 2 points de départ. Mon point de départ, c'est ce que je développerai vendredi prochain sur la conférence en présentiel avec vous à Bordeaux, enfin pour les personnes qui sont dans la région. Le point de départ, ça a été le labyrinthe. Avec, bon, il y a la mythologie qui est associée, mais il y a surtout la forme très particulière. Je vais en montrer pendant la visio, qui est une manière d'entrer à l'intérieur de soi, tout comme on va à l'intérieur de toute chose, tout comme on peut franchir des marches pour aller à l'intérieur de la structure, qui est la Terre, que je préfère appeler Gaïa en tant qu'entité vivante. Et l'autre, c'est un événement que j'ai vécu il y a bientôt 4 ans et, et qui a été très révélateur pour moi justement sur le sujet qui nous concerne ce soir. Donc, j'habite à côté de Laurent-Sainte-Marie, donc dans le Piémont pyrénéen, et je me rendais à Pau pour aller rencontrer des personnes qui faisaient partie d'une association qui m'avait contacté pour voir ensemble, pour faire des conférences. Donc, on était dans un premier contact. Donc, c'était au mois de décembre. Donc, j'étais en train de rouler donc, sur la route qui est quand même assez sinueuse et il faisait nuit. Et un petit peu avant d'arriver sur Pau, sur le pare-brise, j'ai vu une forme se dessiner et qui était une forme dragonique, un personnage dragonique qui était présent. Et cette image est restée collée, si on peut dire ça comme ça, sur le pare-brise pendant 1 à 2 minutes. Donc évidemment, j'étais vigilant à rouler parce que c'est pas évident, il faut arriver à garder les 2 contacts. Et c'était la première manifestation concrète d'un contact que j'avais eu déjà, mais qui était plus éthéré, si on peut dire ça comme ça. Donc l'entité, l'intelligence non humaine avec qui j'étais en contact, s'est manifestée, on va dire, s'est donnée à voir. Et cette entité-là savait que je m'intéressais aux anciennes civilisations perdues, que j'étais assez versé dans les traditions, que j'avais reçu un enseignement initiatique et que j'avais eu des expériences aussi, et que j'étais dans la quête, si on peut dire, dans le processus de contact. Donc c'est à ce moment-là où cette entité-là a décidé où et quand. Moi, j'ai rien décidé du tout. Elle a décidé où et quand le contact et la relation allaient s'établir. Et à partir de ce moment-là, donc j'étais touché, bouleversé. Donc j'ai continué à rouler, je me suis rendu au rendez-vous. Et puis, après le rendez-vous, je suis rentré à la maison, il était à peu près 00h30, 1h du matin. Et là, il se trouve que j'avais une carte de France sur laquelle j'avais déjà repéré tous les points d'emplacement de labyrinthe et de déambulatoire. Bon, il y en a 80 à peu près en France hein, de recensés. Enfin, à l'époque, j'étais à 80, maintenant j'en ai trouvé plus de 100. Et pour moi, c'est mon fil d'Ariane, les labyrinthes. Et quand je suis rentré, là, ce que j'avais vu devant moi, qui quelque part s'était adressé, on va dire, télépathiquement, hein, coucou, je suis là. Enfin, et à ce moment-là, j'ai déployé la carte et l'image que j'ai vue, l'entité que j'ai vue, j'avais pu qu'elle est dessinée parce que ça collait parfaitement avec tous les points, enfin, un grand nombre de points de contact que j'avais déjà de repères sur la carte. Et donc, en 1/2 heure, le dessin était fait et le dessin était mis en couleur. Je montrerai, parce que je l'ai
je le montrerai dans le partage d'écran tout à l'heure quand ce sera le moment. Et à partir de ce moment-là, ça a été un point de déclic, c'est-à-dire où la relation avec des intelligences non humaines a pu commencer à s'établir. À la fois où je recevais des contacts, mais aussi que j'acceptais de les recevoir en tant que tels. Parce que ça a toujours été depuis sur cette même modalité. C'est pratiquement jamais moi qui décide du contact, même si je le désire. Mais c'est toujours eux qui décident où et quand. Donc, ce qui fait que ça ramène, et sous la forme sous la forme qu'ils le désirent. Et c'est comme ça que vous faisiez référence au livre Les portes de l'Agartha, qui décrit certaines choses dans mon parcours sur ce thème-là. Je l'ai écrit de manière, si on peut dire, téléguidée. C'est-à-dire que je reçois les informations soit pendant les rêves, soit pendant des méditations, soit pendant des marches méditatives, soit pendant que je suis en train d'écrire. Et je dirais que sur mon ordinateur, je suis les 10 doigts, voilà, qui sont des intermédiaires par rapport à une information qui a besoin d'être mise en forme. Voilà pour situer, je dirais, ma relation avec le sujet. Ce qui me permet de dire Je crois qu'on a perdu Dominique. Je vais essayer de le rappeler. sous quelque forme qu'elle puisse être pour chacun d'entre nous. Pardon Dominique. Oui. On t'a perdu pendant 5 minutes, 3 minutes à peu près. Ah bon? Et en m'entendant quand même, parce que moi je voyais. Non, on a loupé à peu près 3 minutes de ce que tu disais. D'accord. Et là maintenant, ça va? Ouais, parfait. Là. Ok. Donc je vais commencer le partage d'écran. Voilà, donc à travers la première image, je vais hop, c'est que là j'ai les sur la gauche. Voilà. Donc vous voyez l'image? Oui, on voit ça. Hein, voilà. Je Donc, crois qu'on est sur la deuxième diapo. Là, je crois. Voilà, c'est ça, on est sur la deuxième. Ouais, parce que la première, c'était la couverture de mon livre. Donc là, on est sur... quand on parle de l'Agartha, on va parler avec la notion de ce qu'on appelle la terre creuse, qui n'est pas à confondre avec la terre plate. La terre creuse, ça va signifier que on connaît un peu la terre en surface, la croûte, tout ce qui est avec la croûte un peu limitée. Et la notion de l'Agartha, ça va signifier qu'il y a que dans ce monde souterrain, il y a d'autres mondes dans des dimensions autres que notre troisième dimension et dans lequel il y a des systèmes vivants. Alors, je reviendrai tout à l'heure, hein, Jules Verne, dans le voyage au centre de la Terre, a développé ça. Il y a d'autres personnes aussi qui l'ont développé. Et c'est un sujet qui est développé depuis très très longtemps. On retrouve des allusions pendant la période du Moyen Âge. Quelque part, le mythe de Platon de la Terre creuse fait un écho indirect avec cette dimension-là de mondes vivants à l'intérieur de la Terre et qui ont d'autres perceptions que celles qu'on peut avoir en surface. Et un des éléments qui est souvent développé dans ce monde souterrain, c'est que
ça va correspondre à des mondes qui sont peuplés par des anciens peuples qui ont déjà vécu à la surface de la Terre et qui, à travers les millénaires et les millénaires de millénaires, si je peux dire ça comme ça, ont été amenés à se réfugier à l'intérieur de la Terre. Et très souvent, les allusions qui sont faites, ce sont des relations avec des peuples qui sont plutôt en paix et qui se sont réfugiés par rapport à des guerres qu'il y a eu à travers les âges sur la surface de la Terre. Et pratiquement beaucoup de témoignages vont développer ça, hein, sur une notion, je dirais, assez pacifiste. Personnellement, pour moi, sur les contacts que j'ai eus, ça a toujours été des contacts qui ont plutôt été d'ordre apaisant, sans être dans des considérations guerrières. Donc la Terre creuse, c'est pour ça que j'ai mis ces deux images, hein, voilà, donc, qui ne sont que des représentations, hein. Ça va montrer sur celle de gauche, hein, qu'à l'intérieur de la Terre, il y a, au niveau des deux pôles, il y a des entrées, donc l'Arctique et l'Antarctique. Je reviendrai dessus par rapport à l'Antarctique en évoquant le personnage de l'amiral Byrd. Et qu'à l'intérieur, dessous la croûte, il y a tout un monde vivant avec des eaux, des forêts, voilà, une certaine forme de lumière qui n'est pas forcément le soleil qui est à l'intérieur. Et donc, une des caractéristiques, on va dire, de l'Agartha et de la Terre creuse, c'est que les accès à l'intérieur de la Terre creuse sont essentiellement dans la montagne, à travers des tunnels, à travers des galeries. C'est par là que les connexions peuvent se faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais des Pyrénées, qu'il y a plusieurs entrées, hein, qu'il y a plusieurs lieux, il y en a aussi dans les Pyrénées centrales, et dans les traditions, à travers les images que je vous montrerai tout à l'heure, ça fait pratiquement toujours référence à des montagnes. Bon, alors, à travers l'Agartha, je vais évidemment faire l'allusion avec Shambhala. Voilà, donc Shambhala, c'est dans la montagne en Asie. Et partout sur les continents, il y a des passages, il y a des témoignages, il y a des relations avec l'Agartha et la Terre creuse, et ce sont pratiquement toujours par rapport à des paysages montagneux, donc, qui sont des livres de Jules Verne, qui est très intéressant à lire ou à relire d'ailleurs, et qui nous décrit un périple à l'intérieur de la Terre creuse, à partir de l'Islande jusqu'à la Sicile. Et il y a d'autres témoignages ou il y a d'autres ouvrages qui ont été publiés, et notamment à peu près à l'époque de Jules Verne, il y a un monsieur qui était un marin suédois qui est parti en mer, dans la mer du Nord avec son père, et qui ont été obligés de dériver à cause d'une tempête, et qui, au bout de plusieurs jours de tempête, se sont retrouvés à passer dans un tunnel et d'être recueillis dans la terre creuse, dans l'Agartha. Et le père du jeune homme est décédé. Ils sont restés 3 ans, si je me souviens bien. Et quand le jeune marin est revenu, évidemment, il a parlé de son expérience, il a été traité de fou. Donc, vous imaginez qu'au 19e siècle, quand on est traité de fou, quel que soit le pays où on va, on peut vite avoir des problèmes avec les asiles, à tel point qu'il a été obligé d'immigrer aux États-Unis. Et c'est à la fin de sa vie aux États-Unis qu'il en a parlé
un éditeur, et l'éditeur a fait publier son histoire, et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire de ce jeune homme. Donc, et ensuite, la référence aussi qui est assez connue, hein, notamment par rapport à Shambhala, hein, qui serait la capitale de l'Agartha, si on peut dire, dessous l'Himalaya, ça a été fait par Madame Blavatsky, voilà, un grand canal et théosophe qui, à la fin du 19e siècle et début 20e, a beaucoup développé des enseignements initiatiques, y compris ses contacts avec des intelligences non humaines dans la Terre creuse. Voilà, donc là, je vais vous remontrer des images. Voilà. Hop. Voilà. Donc, la cité intérieure, notamment Shambhala, a été énormément dessinée, que ce soit chez les bouddhistes d'ailleurs ou d'autres personnes, hein. Donc, très souvent, elle est décrite comme une cité de cristal avec de nombreuses tours. L'illustration de gauche est assez intéressante parce qu'on voit tous les mondes, voilà, et tous les peuples qui peuvent être dedans, alors que celle de droite est, on va dire, une exposition plus architecturale de ce monde-là. Mais en tout cas, toutes les descriptions qui sont faites montrent une espèce de retranscription, si on peut dire, d'une cité idéale qui est visible. D'ailleurs, dans la tradition, hein, il y a des suggestions. Alors là, je me garderai bien de porter un avis dessus, hein, comme quoi Jésus, dans son périple initiatique en Asie, serait allé aussi du côté de Shambhala. Donc, quelques autres images. Donc, vous voyez toujours des montagnes, hein. Donc, en Californie, le mont Shasta, hein, c'est l'image de gauche, hein, et on voit avec une superposition de deux nuages lenticulaires. Et d'ailleurs, les nuages lenticulaires sont très souvent repérés comme des masques par rapport à des objets volants non identifiés ou d'autres types de vaisseaux, pardon, qu'ils soient en phase ascendante ou qu'ils soient en phase descendante, hein, notamment par rapport à des vaisseaux circulaires type soucoupe volante. Le mont Shasta, c'est un mont qui est très visité. Et quand je dis visité, je ne parle pas en termes de touristes, hein, mais très visité dans la tradition amérindienne qui a peuplé cette région jusqu'à ce qu'il soit décimé. Et on voit aussi en Australie, donc Uluru, hein, Uluru, pardon, c'est la montagne sacrée des aborigènes. Voilà, et c'est à partir de là qu'il y a, en allant à l'intérieur et dessous, c'est à partir de là qu'il y a les connexions avec les mondes de l'intraterre. Et actuellement, la tradition aborigène fait partie de ces traditions majeures qui sont en contact, que ce soit aussi bien d'ailleurs avec des intraterrestres qu'avec des extraterrestres, hein. Malgré les problèmes qu'ils ont eus avec les Australiens, il y a, comme dans beaucoup de traditions, il y a eu par la transmission orale, il y a beaucoup de traditions primordiales qui a pu résister et qui est en train de réémerger, enfin qui est en train de réémerger depuis quand même pas mal de temps. Dominique, on t'a perdu. Où il y a où c'est pas en montagne. Voilà. Et là, l'image qui est en haut, là, si vous voyez avec ma flèche, là, je montre ici la flèche ici, et il y en a une autre ici, deux petits points. Voilà. Et c'est une capture d'écran que j'ai faite avec un film que j'ai fait. Et c'est là, derrière, là où il y a l'image, c'est le mont Bougarache, le pic Bougarache. Et ici, voilà, ce sont des engins, des ovnis qui passent. Et pour donner une idée, j'ai fait une capture d'écran, deux images à 2 centièmes de seconde d'écart, et à 2 centièmes d'écart, il y a une image qui est l'engin qui est là, et 2 centièmes d'image plus tard, il est ici.
Et quand on voit de plus près, bon là, volontairement l'image, enfin volontairement, je ne peux pas davantage agrandir l'image que ça, mais quand je suis sur mon écran d'ordinateur, c'est évident que de par là où ça sort et comme ça vole, ça ne peut pas être un oiseau. Donc ça veut dire que comme c'est une image, comme c'est des vaisseaux qui sont plutôt ascendants, ça veut dire qu'ils sortent de la Terre. Et pour moi, dans mon livre, j'ai évoqué la grotte de Laverna qui est dessous la pierre Saint-Martin, hein, donc dans les Pyrénées atlantiques. Là, il y a aussi des connexions dans la terre creuse, on va dire, dessous le mont Bougarache. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des investigations dans la région de Bugarache et dessous le Bugarache pour tenter de trouver des passages. Sauf que ces passages ne sont pas forcément en termes de troisième dimension. Voilà. Donc là, je reviendrai dessus cette image. Voilà, voilà pour ce qui est de cette relation, de cette première présentation par rapport à l'Agartha et par rapport à la Terre creuse. Donc pour moi, l'expérience, comme j'ai parlé des montagnes, elle est venue dans ma recherche, comme je l'évoquais tout à l'heure, à travers cette entité qui s'est projetée sur le pare-brise de ma voiture, et ce qui fait qu'en quelques années, j'ai reçu comme ça des injonctions, je dirais pas des ordres, mais enfin, c'était quand même pratiquement des ordres, d'écrire certaines choses comme des messages, je dis l'expression entre guillemets, qui, à travers des textes plus ou moins codés, notamment chiffrés, de façon à pouvoir transmettre des informations en passant par mon intermédiaire, on va dire, par mon canal. Et ces recherches et cette relation m'ont amené à la grotte de Laverna. Donc la grotte de Laverna, c'est une des plus grandes grottes d'Europe qui est sous les Pyrénées, sous la pierre Saint-Martin. Et s'il y a des personnes qui sont déjà allées, peut-être qu'elles l'ont remarqué. Et si vous y allez un jour, je dirais au-delà de l'approche touristique, de montrer ce qui est la grande grotte, enfin voilà, on va dire le côté spectaculaire et le côté touristique, il y a une ambiance qui est, si on est sensible, il y a une ambiance qui est très particulière à l'intérieur de cette grotte-là, sentir des présences, voire même de sentir des passages. Et ce qui fait que le personnage que j'ai évoqué dans le livre, les portes de l'Agartha est un espèce de fil d'Ariane qui a contacté des peuples, enfin un peuple de l'Agartha qui est présent sous les Pyrénées. Il se trouve que la grotte de Laverna est à la frontière entre le Béarn et le Pays Basque. Hein. C'est sur la commune de Saint-Pangras. Donc on ne peut pas faire mieux comme nom de localité pour recevoir ce type de monument intérieur sous la montagne. Et dans cette grotte, moi j'ai senti des entités qui étaient présentes, donc on va dire hybrides à la fois humaines, enfin humanoïdes plutôt, et aussi en rapport avec des qualités qui sont avec les animaux. Et notamment dans la grotte de Laverna, j'ai connecté des présences intraterrestres qui étaient en lien avec le règne de la taupe. Donc la taupe, c'est quand même l'animal qui va faire des galeries et des tunnels à l'intérieur de la Terre. C'est un des animaux avec le ver de terre, mais dans une dimension plus importante, qui oxygène l'intérieur de la Terre, donc qui amène toute cette vie-là à l'intérieur, qui lui permet d'éviter d'être dans des processus d'asphyxie. Et quelque part, si je l'ai senti, il y a pas de hasard, c'est aussi, parce que je ne suis pas originaire de cette région,
Avec ma compagne, on est venu y habiter vraiment par, par choix, mais aussi par une très très forte, surtout par une très très forte attirance, parce qu'on savait qu'ici on allait vivre des choses particulières. Et dans la tradition et dans la mythologie basque, il y a énormément de peuples comme ça, hybrides, qui sont présents. Et pour moi, c'était une évidence quand j'ai senti cette présence talpienne, donc talpienne de taupe, hein, voilà, à l'intérieur de la grotte de l'Averna, et qui permet de faire des liens. Ça m'a permis de comprendre aussi que sous les montagnes, il y avait des règnes ou des entités qui étaient là aussi pour faire des liens à travers des réseaux, que ce soit d'ordre physique et matériel ou d'ordre plus subtil, entre différents sites intraterrestres à l'intérieur de plusieurs sites intraterrestres à l'intérieur de chaque massif montagneux. Et bien souvent, on peut avoir tendance, comme ça, en tant qu'humain, à ramener dans la rationalisation de la tête, voilà, à vouloir développer une idée très fixe de la chose, hein, enfin, ou de ces entités-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je les ai saisies, que je les ai comprises. Et comme vous le verrez tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, parce que des entités intraterrestres qui m'ont contacté, je me suis rendu compte après coup qu'en 1973, donc à l'époque j'avais 17 ans, je dessinais de manière compulsive un être, une entité, si on peut dire ça comme ça, humanoïde, mais pas très très humanoïde, tout compte fait, et avec lesquels j'étais en contact, enfin je devrais dire plus précisément, qu'elle tentait d'entrer en contact, ou qu'elle donnait le signal « coucou, je suis là », et tout en ayant la bienveillance d'accepter le fait que je n'étais pas prêt à répondre à ce contact-là, mais que ça viendrait plus tard. Et en fait, le contact est venu plus de 45 ans après. Comme quoi, dans le contact avec ces entités-là, comme je disais tout à l'heure, ce sont elles qui décident, et elles savent, parce qu'elles savent probablement beaucoup mieux que nous, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est pertinent pour nous dans ce domaine-là. Voilà. Et donc, pour moi, comme je disais tout à l'heure, voilà, je vais revenir voilà, sur le partage d'écran. Voilà. Pour moi, le contact, ça a été à travers les labyrinthes. Donc, qui est le contact, la connexion, la relation avec l'intériorité. Donc, sur l'image de gauche, donc, je pense que beaucoup de personnes le reconnaissent, hein, c'est le labyrinthe de Chartres, hein, donc, qui a une configuration à la fois géométrique et énergétique très particulière, et je dirais presque unique, sur un site unique aussi. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, hein, à travers des cartes que je vais montrer. Et l'image de droite, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe crétois. Donc, on l'appelle aussi le labyrinthe classique. Le labyrinthe crétois parce que, bien souvent, le labyrinthe fait référence au célèbre mythe avec les 5 personnages principaux qui sont Minos, le roi de Crète, voilà, qui a enfermé le Minotaure à l'intérieur du labyrinthe, et sa fille Ariane, et Thésée qui veut délivrer, enfin qui veut aller tuer le labyrinthe à l'intérieur le Minotaure à l'intérieur du labyrinthe, et le 5e personnage qui est Dédale, c'est l'architecte, celui qui a tracé les plans, celui qui est capable de dire quel chemin prendre pour aller vers l'intériorité. Et pour moi, ce labyrinthe-là, enfin l'idée du labyrinthe et l'imprégnation que ça a dans mon âme est quelque chose de très très important. Donc, comme je faisais référence tout à l'heure à la fois de l'expérience personnelle et de l'expérience professionnelle, là, on est davantage sur, je reviens à l'image, hein, on est davantage sur la relation avec l'expérience personnelle. De par
ce qui s'est passé à ma naissance, donc je ne vais pas en parler, mais il y a des liens de certaines expériences que j'ai pu vivre pendant ma jeunesse, mon adolescence, qui étaient en relation directe, même si j'en avais pas conscience à l'époque, avec le labyrinthe. Et ensuite, quand je suis rentré dans une démarche intérieure, le labyrinthe s'est imposé à moi, tout comme l'entité que j'évoquais sur le pare-brise tout à l'heure s'est imposée à moi. Je devais passer par le labyrinthe parce que ça fait partie de ma signature. Et à travers le labyrinthe, et puis les recherches que j'ai faites sur le sujet, et notamment les approfondissements au niveau du mythe, à travers les personnages, qui permettent de comprendre beaucoup de choses sur ce cheminement intérieur qui va à l'intérieur de toute chose, que ce soit à l'intérieur de la Terre, tout comme à l'intérieur de soi, tout comme à l'intérieur de l'univers. On a besoin d'un guide. Et le guide, il est venu à la fois très tôt et très tard. C'est-à-dire que le guide dans ce cheminement intérieur, dans le labyrinthe, il est venu très tôt parce que j'avais conscience qu'il y avait une force en moi qui m'amenait à visiter toutes les formes d'intériorité. Mais c'est comme si cette force était extérieure à moi. Bon, j'en avais conscience. Au début, ça me dérangeait pas plus que ça. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme si je sentais un manque. J'avais le besoin de se raccrocher à quelque chose de plus identitaire, on va dire de plus vivant. Et c'est il y a quelques années que est venue à moi la notion de l'être intérieur, qui est différent de l'âme. C'est-à-dire que, parce que, enfin, quand je dis qui est différent, on pourrait en faire des analogies, mais le mot âme est souvent associé à quelque chose de religieux. L'être intérieur, c'est autre chose. C'est euh, l'être vivant, c'est comme si c'était une espèce de fractal subtil de nous-mêmes, avec son côté intertemporel ou éternel, voilà, et qui a un nom. Et à partir du moment où on a un nom, où elle a un nom, où on connaît son nom, ça nous permet de faciliter la relation avec les autres dimensions. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui connaissent, ou qui ont connu, ou qui connaissent les travaux de Jean-Michel Raoult à une certaine époque, j'en ai fait partie, cette notion d'être intérieur, et je lui remercie, je en suis gré, cette notion d'être intérieur, j'ai pu la développer parce que ça m'a donné une conscience de qui il y avait en moi, sous une forme identitaire, donc avec un nom. Explicite, parfois il me guidait sur le chemin, mais il m'a servi, il a commencé à me servir, et il me sert toujours d'ailleurs, comme une espèce de pilote dans toutes mes expériences et dans toutes mes investigations dans ce domaine-là. Et ce qui fait que pour préciser certaines choses et être très clair, quand je suis j'aime pas le terme de canalisation, mais quand je suis en contact avec des intelligences non humaines, je demande toujours à mon être intérieur la validation du contact. Parce que quelque part, c'est lui qui me dit OK ou pas OK. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça me fait le filtre nécessaire parce qu'on va rester humble, tous autant qu'on est. On peut être très sensible ou développer une certaine sensibilité, mais émotionnellement être assez friable, et on peut faire comme ça assez facilement des projections avec les mondes subtils, que ce soit avec des entités exogènes ou que ce soit avec des entités endogènes, donc on va dire extraterrestres ou intraterrestres, ou d'autres types d'entités subtiles. Et donc c'est important d'avoir, comme j'ai travaillé en psychiatrie, je vais donner l'expression ce garde-fou,
qui permet de rester à la fois lucide et sain d'esprit dans ces contacts-là. Parce que heureusement qu'il y a l'être intérieur et la validation de l'être intérieur, parce que parfois on peut recevoir des informations ou des ordres ou je dirais pas des injections parce que ça c'est l'actualité, mais des injonctions là, pour faire certaines choses. Donc c'est important d'éviter de, de décider tout seul, si on peut dire ça comme ça, ou de se retrouver livré à soi-même. Enfin, je devrais dire plutôt à moi-même en termes de soi-même, c'est plus profond. Donc à partir de ce moment-là, donc je vais refaire un partage d'écran. Comme ça, ce sera plus clair. Voilà. Voilà. Donc là, c'est ce que je viens d'évoquer, hein, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Hein. Voilà. Voilà. Là, c'est l'être que j'ai dessiné, que je dessinais quand j'avais 17 ans. À l'époque, j'étais au lycée, mais je l'ai fait une vingtaine de fois. Hein. Enfin, voilà. Et c'était plus fort que moi. Donc, vous voyez, c'est une tête qui fait qui fait les 2 tiers du corps, et avec les oreilles qui touchaient le sol. Donc, à l'époque, je m'intéressais beaucoup aux anciennes civilisations perdues. Donc, j'irais mon argent de poche, je le passais dans des bouquins de Tarade, Charroux, enfin voilà, Van Daniken, enfin voilà, tout ce qui était dans le début et dans le milieu des années 70, une littérature qui était assez prolixe sur le sujet, avec des personnes qui étaient dans des recherches assez avancées. Et donc, ce personnage-là, il se manifestait à moi. Et honnêtement, je ne savais pas trop quoi en faire. Mais bon, il me donnait son image et quelque part, voilà, je reviens, quelque part, la seule chose que j'avais compris inconsciemment, c'est que je devais le dessiner, même si je ne savais ni qui c'était, ni pourquoi, ni dans quel but. Mais c'était ce premier contact. Et heureusement qu'il y a eu ce premier contact parce que c'est ce qui m'a permis de garder une trace, une mémoire de cette entité-là, donc, enfin, pour moi, intraterrestre. Enfin, j'en avais pas conscience à l'époque, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est évident. Et donc, ce premier contact, ça a gardé une trace, une espèce de mémoire en moi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas l'oublier. D'ailleurs, je n'avais pas envie d'oublier, même si dans ma vie existentielle, je pouvais avoir d'autres préoccupations. Et puis ensuite, je vais revenir à un autre partage d'écran. Voilà, je vais aller sur la suivante. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la photo dans le détail que j'évoquais tout à l'heure, voilà, sur Bougarache. Voilà. Donc ça, c'était en mai 2018. Voilà. Donc pour être très clair, c'est une capture d'écran d'un film hein, que j'ai fait avec ma caméra. Et donc, voilà. Maintenant, je vais venir vraiment avec les liens actuels, avec les forces de l'Agartha qui ont émergé dans mon esprit, par mon intermédiaire, sans forcément que j'en sois le commanditaire. Donc, vous voyez sur l'image de gauche, c'est exactement l'entité, l'intelligence non humaine de l'intraterre, donc type dragonien, qui est apparu sur le pare-brise de ma voiture. Voilà. Et donc, ce personnage, pour moi, c'était évident, et ça l'est toujours, hein, de type dragon et de nature féminine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce personnage-là est orienté vers l'ouest. Alors, quand je l'ai montré à beaucoup de personnes m'ont fait le lien avec, ou l'association avec l'Atlantide.
peut-être. Il peut y avoir peut-être cette raison qui soit associée avec d'autres, hein, ou que ce soit que celle-ci ou pas du tout. En tout cas, pour moi, le plus important, c'était l'émergence de cette force-là à travers tous les points de repère que sont les labyrinthes et les déambulatoires, enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui fait partie de mon parcours. Voilà. Et quand vous regardez sur la carte, vous voyez, là je montre avec ma flèche, vous voyez plein de points sur l'Europe et beaucoup de points aussi sur la France, hein, même s'il y en a beaucoup aussi qui sont à l'intérieur de l'entité dragon. On en voit aussi là, au Portugal, on en voit en Espagne, on en voit partout. Il y en a pas mal dans les Pyrénées. Voilà. Et donc, ce qui est particulier dans la configuration qui m'a été demandée de mettre en forme, c'est le pentagramme. Donc, le pentagramme, voilà, c'est la dimension de l'homme. Et ça me signifiait que dans le cadre humain, parce que c'est aussi une forme de cadre, même si ça dépasse un petit peu les pieds dans les Pyrénées, dans le cadre humain, on va dire, de la conscience humaine, voilà, il y a cette forme qui émerge de l'intraterre, de l'Agartha, par les portes correspondantes avec les emplacements de labyrinthes et de déambulatoires. Les déambulatoires, pour les personnes qui ne savent pas, ce sont les structures dans les églises dans lesquelles il y a un passage derrière le chœur et on peut faire le tour. Donc, ce sont des équivalences, on va dire, par rapport à des labyrinthes. Évidemment, les labyrinthes sont plus spectaculaires. Donc, les couleurs, c'est elle qui me l'a imposé. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand je l'ai dessiné, j'ai dessiné en une demi-heure, couleur comprise. Enfin, c'était une espèce de fulgurance. Et quand j'ai eu fini le dessin, bon, j'étais content dans cet ordre-là, de manière simultanée. Et donc, j'étais content dans le sens satisfait parce que j'avais été, on va dire, en résonance avec, avec cette entité-là. Mais c'était que le début parce que quand j'ai eu fini, elle s'est présentée, elle m'a donné son nom. Voilà. Et elle m'a dit, je m'appelle Baptiste Labris. Alors bon, ayant œuvré dans le domaine des labyrinthes depuis plusieurs décennies, j'avais compris que Labris, c'était la consonance grecque de labyrinthe. Mais Baptiste, ça m'a interpellé. Et en fait, j'ai fait des recherches parce que quand j'ai entendu Baptiste, moi j'ai retenu Bat, B-A-T. Et j'ai fait des recherches sur Bat. Et le personnage de Bat existe. Je reviens à l'écran, parce que, mais je reviendrai sur l'autre image après. Le personnage de Bat existe. Dans la tradition et dans la mythologie égyptienne, on sait qu'Isis, épouse d'Osiris, mère d'Horus, et avec elle, il y a Hathor et Nephthys, ces deux sœurs. Et il y a une troisième sœur, elles sont quatre. Et la quatrième sœur, c'est Bat. Et Bat, que ce soit les trois autres, elles ont toutes les trois des cornes déployées. Vous savez, comme les salers, comme les vaches salers, enfin, ou les vaches béarnaises, enfin voilà, avec des cornes très échancrées. Et la particularité de Bat, il y a très très peu d'illustrations dessus. Il a vraiment fallu que je cherche, et puis aussi avec l'intuition. Et j'ai trouvé quand même des images, des illustrations, des sculptures de Bat, où elle a une corne qui va à l'extérieur et une corne qui va à l'intérieur. Et Bat, c'est la gardienne des mystères. C'est la gardienne du monde intérieur. Donc, on pourrait dire dans notre tradition judéo-chrétienne des enfers, mais sans en faire quelque chose de... Les enfers, ce n'est pas forcément quelque chose de diabolique. Dans la mythologie grecque, le monde souterrain, avec Hadès, voilà, on l'appelle aussi les enfers, mais ça n'a pas du tout la même
connotation culpabilisante que dans la tradition judéo-chrétienne. Donc, je reviens à Bath. C'est la déesse, la gardienne souterraine et secrète de tout ce monde-là. Et là, ça m'a fait une impression, une émotion et aussi une certitude que c'était juste. D'ailleurs, mon être intérieur l'a validé et j'ai compris que Bâtisse, voilà, c'était par rapport à la résonance, on va dire, entre Bâtisse et puis Labris. Et puis, comme je fais beaucoup de recherches avec de la guématrie, voilà, j'ai trouvé des relations mais j'ai aussi cherché Bâtisse, j'ai aussi cherché Labris, et avec des valeurs numériques différentes, j'ai trouvé avec des mots, des enrichissements sur, on va dire, sur le concept et à la fois aussi sur le message que ça voulait donner ou l'information que ça voulait transmettre. Et à partir de ce moment-là, Baptiste Labris a été celle qui m'a ouvert les portes concrètement vers ces mondes invisibles qui sont à l'intérieur de Gaïa. Et j'étais, comme je disais tout à l'heure, j'étais satisfait, enfin. Mais ce n'était pas enfin du tout, c'était le début d'une histoire. Parce que quelques temps après, bon, je ne vais pas montrer toutes les cartes parce que ce n'est pas trop le sujet, mais juste pour évoquer le développement, j'ai eu deux autres cartes qui sont venues aussi signer Baptiste Labris. Donc la première, là, celle que je vous ai montrée, c'est Baptiste Labris, la dragonne. Voilà, elle s'est présentée comme ça. Et ensuite, la deuxième carte qui est venue aussi de manière complètement guidée, téléguidée ou télépathiquement, enfin on peut utiliser les expressions qu'on veut, eh bien, c'était la forme vivante qu'on voit là, mais reproduite de manière géographique. Donc, je reviens sur l'image. Voilà. Voilà. Donc, avec une forme vraiment géographique. Là, c'est un être vivant, voilà, mais avec une forme géométrique dans un autre pentagone. Et un autre pentagone qui, à l'œil nu, même sur une vraie carte IGN, se voit très peu, avec un pentagone qui est juste légèrement désaxé par rapport à celui-ci et qui amène, justement, c'est l'enseignement initiatique, c'est-à-dire que si tu veux aller voir ailleurs ou autrement, il y a juste à se déplacer, à changer l'axe, de façon à trouver des ouvertures. Et la troisième, Baptiste Labris, elle, s'est déployée sur toute l'Europe. C'était la première carte qui est venue, donc l'information émergeant toujours de l'Agartha par rapport à l'intermédiaire de Baptiste Labris, qui était une carte, on va dire, plus ou moins prophétique, parce que à travers une structure, on va dire, utérienne, si on peut dire ça comme ça, enfin, en relation avec le sexe féminin. Donc, ça confortait la dimension féminine de cette force-là de Baptiste Labris, comme des cellules, comme des ovules qui sont répartis sur toute l'Europe. Donc, ça va de l'Irlande à l'Angleterre jusqu'à ici, cette île suédoise où il y a énormément de structures. Enfin, voilà, jusqu'ici au Portugal, en Espagne, bon, et une grande majorité en France, quelques-unes en Suisse, en Allemagne, aussi dans cette région mi-Allemagne, mi-Hollande à peu près. Et dans cette structure-là, toujours l'information qui était dite, c'est qu'il y a des processus d'ovulation qui sont pour certains en cours, pour certains pratiquement aboutis, pour d'autres qui vont démarrer, et pour d'autres qui sont prévus et qui ne se dérouleront pas. Et quelque part, c'est une dynamique qui a été retranscrite, voilà, de manière symbolique, à la fois par rapport à ce qui pouvait se passer pour moi personnellement, parce que bon, je ne suis que le transit, le mode de transit de l'information,
mais aussi par rapport à, on va dire, par rapport à une conscience de l'humanité, on va dire, comme disait Feu Pierre Rabhi, ma goutte d'eau du colibri. Enfin, voilà, cette espèce de participation collégiale à un mouvement, au mouvement spirituel dans lequel on est dans lequel on est engagé en ce moment. Et ensuite, d'autres éléments sont venus, toujours parmi tous les points de labyrinthe qu'il y a en France et en Europe. Et ensuite, d'autres informations sont venues, et notamment celle-ci. Donc, si je reviens en arrière, voilà, entre là et là, pour moi, ça a été évident. C'est-à-dire que c'est la même entité, et que à la fois qui a pu se développer, mais surtout que je peux voir d'une manière différente. C'est-à-dire que là, c'est ce que mon esprit ou ma conscience de l'époque pouvait concevoir pour éviter de me choquer. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive assez souvent par rapport à des intelligences non humaines, qu'elles soient intra- ou extraterrestres, elles vont prendre une forme, une consistance qui nous est acceptable, sinon on est pris par la peur. Et à partir du moment où on est pris par la peur, on va complètement squeezer les informations ou les états dans lesquels on est et on peut refouler, enfin voilà, soit refouler, soit partir dans des délires, c'est-à-dire dans des inventions, dans des illusions. Et donc celle-ci, là, on la voit pas trop, mais là, il y a jaune, bleu, voilà, rouge, donc il y a 4 cercles, voilà. Et ici, c'est ce qui reste des oreilles, on va dire ça comme ça. Et en fait, il y en a eu 3 qui se sont dévoilés. Ça, c'est la première, parce qu'après, avec le cercle est toujours resté à peu près le même, mais les 2 oreilles, entre guillemets, ont pris d'autres formes beaucoup plus dynamiques. Et celle-ci est très importante parce que, d'une part, enfin, elle est en lien avec mon histoire personnelle, avec cette relation profonde. Mais là, le cercle jaune, c'est une constante dans pratiquement toutes les cartes qui m'ont été demandées de faire, c'est-à-dire que l'œil est toujours sur Paris. Ça, c'est, enfin, quand il y a un personnage vivant, l'œil est toujours sur Paris. Et moi, je l'appelle, bon, elle a un nom, mais bon, qui est trop intime, donc je le dévoile pas publiquement. Mais moi, je l'appelle aussi le cyclope, enfin, l'œil cyclopéen, pour être plus précis, notamment par rapport à cette carte. Donc, l'œil cyclopéen, si on le revoit, donc là, je vais revenir, hein, voilà. L'œil cyclopéen, ça renvoie à quelque chose de très archaïque, les cyclopes, qui font partie des premières créatures, enfin, parmi les premières créatures sur l'humanité. Quand je dis parmi les premières créatures, celles qu'on est capable de relater, parce qu'il y a eu des cycles pendant des millénaires et des millions d'années, sur lesquels, on va dire, plein d'histoires et plein d'événements ont été complètement gommés de l'histoire. On ne peut pas tout savoir ou tout engranger, mais en tout cas, dans les mythologies de beaucoup de civilisations, il y a des relations avec les cyclopes. Donc les géants, mais aussi les cyclopes. Et les cyclopes sont des forces, alors je pourrais dire herculéennes, pour donner une idée. Mais la relation entre le cyclope et nous, c'est l'œil. Et pour nous, moi, je fais le lien avec le troisième œil, c'est-à-dire cet œil de la connaissance, cet œil pénétrant, enfin voilà, cet œil qui est en lien, qui est donc de... Je ne vais pas faire le lien trop précis avec, de manière organique avec la glande pinéale, quoique, hein, enfin voilà, mais c'est cet œil-là qui permet de voir voir au-delà, enfin voilà, sous d'autres prismes. Ça fait partie, pour moi, de ces enseignements, enfin en tout cas que je reçois comme tel, voilà, et que je partage et que je témoigne, et puis chacun peut avoir son idée sur ce que je témoigne, sur ce que je partage. Mais enfin, toujours est-il que c'est comme ça que je le vis. Donc, on vit aussi d'expérience, et donc c'est aussi important dans notre existence de pouvoir partager tout ça. Et donc, j'ai eu ce personnage-là, comme je le disais à l'instant, qui s'est
déployé en 3, tout comme Baptiste Labris a été... là, c'est la première version, hein, ensuite la version géométrique et la version déployée. Voilà. Et donc là, la version de cette créature émanant de l'intraterre qui a pris 3 formes. Et ensuite, les connexions, les informations sont venues sur d'autres... non, pardon, je vais un petit peu plus loin. Non, je ne l'ai pas passé, pardon. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'ai continué avec ce que j'évoquais tout à l'heure avec Evelyne et Patrice et David. C'est me sont venues des cartes, toujours avec ces mêmes points de repère, des cartes avec la projection de constellations sur Terre. Donc, notamment et toujours avec les points de repère des labyrinthes et des déambulatoires. Enfin, quand je dis sur Terre, je devrais dire sur le territoire français. Donc, il y a 3 constellations et c'est du copier-coller, quoi. Enfin, c'est vraiment, on peut faire une projection, c'est assez surprenant, dans les mêmes proportions dans les traits, hein, enfin, dans la longueur des traits, dans la jonction, enfin, dans le dessin, hein, voilà, tout simplement. Et donc, quand j'ai reçu ça, pour moi, c'est toujours des messages qui viennent de là. Ça me dit de dedans, de l'intérieur de la Terre, ça nous dit où ou comment, parce que ce n'est pas forcément que où, mais ça peut être aussi comment aussi, ou d'autres pistes, hein, pistes dans le sens orientation, pour se connecter avec des extraterrestres. Et donc, ces trois constellations sont la constellation de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Et point assez encore plus étonnant, quand j'ai fini ça, ça m'a dit, enfin, quand je dis ça, c'est via notre intérieur, les intelligences Baptiste Labris et autres, voilà, ça m'a dit, eh bien, il y a aussi une autre connexion à faire avec le ciel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les étoiles principales de ces 3 constellations, ça forme le triangle d'été. Alors là, c'est assez scotchant. Voilà. Et ça donne par mon intermédiaire, mais sans en faire quelque chose d'égotique ni égoïste, ça donne une information de par là où il peut y avoir un contact ou des origines ou des transits entre les intraterrestres et les extraterrestres, et puis nous, les mortels, entre les deux. On peut dire ça comme ça. Enfin, les mortels qui ont conscience du phénomène, hein, parce que ceux qui n'ont pas conscience du phénomène sont, comme on dit dans les textes, des ignorants, ils peuvent être heureux de l'être. Enfin voilà, bon, chacun est comme il n'y a aucun jugement. En tout cas, par rapport aux personnes qui souhaitent s'éveiller ou qui sont dans leur démarche d'éveil, quelles que soient les modalités, voilà, c'est l'information que ça donne. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai reçu ces informations, donc mises sous carte, sous dessin, ça fait une super énergie. Voilà. Mais après, ça m'a dit, mais tu n'as pas fini, Dominique, parce que tu écris des bouquins. Donc, tu es, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, hein, tu es missionné pour écrire, quoi. Et donc, ça m'a dit, eh bien, tu vas écrire un premier. À partir des... Ça m'a dit ça quand j'avais fait les 3 premières cartes, les 3 Baptiste Labris. Ça m'a dit, tu vas écrire. Donc, on va te donner un code numérique à respecter. Voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, eh bien, tu vas devoir faire tes textes en guématrie, mais on va t'aider, hein, on va te guider et tout ça. Donc, ça a donné lieu à un ouvrage. Vous verrez sur la dernière page, j'ai mis les couvertures des ouvrages, donc j'en reparlerai plus précisément. Le premier bouquin, donc, qui s'appelle Baptiste Labris, enfin, ce premier, hein, parce qu'en fait, c'est avec les 3 premières cartes qui étaient Baptiste Labris, la Dragonne, Baptiste Labris,
qui est codé, qui est par des paraboles. Enfin, voilà, donc ça m'a amené à écrire ça. Et puis, quand l'autre série de cartes est arrivée jusqu'à ce que j'évoquais tout à l'heure, à travers les constellations sur Terre, eh ben, ça m'a dit, eh ben, Dominique, eh ben, tu vas présenter l'ensemble des cartes, je crois qu'il y en a 14 en tout, et puis tu vas faire des textes. Bon, d'accord, bon, je suis habitué maintenant, hein, c'est dans le langage intérieur, donc quand ça me dit de faire quelque chose, je le fais. Hein. Et donc, voilà, seulement ces textes-là, tu vas les écrire avec une valeur numérique. Il faudra que chaque texte, à chaque carte, tu vas faire 9 textes. Et à chaque texte, donc 14 par 9, hein, oui. Et donc à chaque texte, les valeurs numériques devront être 9999. Le 9. Et ça correspond vraiment à quelque chose qui met, enfin, ce nombre en valeur qui est important pour moi, il fait partie de mon chemin de vie, mais aussi par rapport à beaucoup de recherches, de travaux dans ma démarche intérieure que j'avais faite, notamment avec le labyrinthe, mais aussi avec d'autres supports initiatiques. Et donc, j'ai fait ces textes-là, de 9999. Donc, voilà, et donc là, ça donne des informations qui sont plus, on va dire, plus accessibles que sur Baptiste Labris. Hein. Donc, ce livret s'appelle Contact, voilà, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, comment dire, comme j'étais allé au bout de la démarche, enfin de cette démarche-là, quand je dis au bout, pour moi, ça ne veut pas dire que ce soit fini, mais enfin en tout cas jusqu'au terme de cette démarche-là, bon, je m'étais dit, bon, ben, on va voir la suite. Enfin, de toute façon, maintenant, je suis un petit peu comme ça avec les intraterrestres qui sont présents. Ils se sont dit, il est gentil, enfin, il coopère bien, donc on peut y aller. Et donc, ben, ça m'a dit, ben, maintenant, ben, tu vas écrire, et ben, tu vas écrire une trajectoire pour aller dans les contacts avec les entités invisibles. Et donc, le premier que j'ai écrit sous forme de roman avec un personnage féminin récurrent qui est Périne, donc Périne Pyrène, hein, enfin, voilà, et Pyrénées, enfin, voilà, et ça se passe dans les Pyrénées. Donc, ce personnage d'une jeune fille qui, pendant l'adolescence, a une crise d'adolescente. En tant qu'infirmier psy, souvent, quand il y avait des crises comme ça, enfin, surtout quand j'étais jeune infirmier, on en voyait quelques-uns. Quelques crises comme ça, on appelait ça des bouffées délirantes. En fait, c'est une ouverture de conscience. Hein. Enfin, ça peut être psychopathologique, mais ça peut être aussi une ouverture de conscience. Mais si elle n'est pas comprise, accueillie et acceptée en tant que telle, ça peut faire des dégâts. Mais bon, sur le fond, voilà. Donc, j'ai transcrit ça. Et donc, comme un personnage qui a, entre guillemets, officiellement des bouffées délirantes, mais qui en fait a des connexions intemporelles. Donc, j'aurais pu appeler le bouquin les portes du temps, mais je l'ai appelé les 12 heures de l'Apocalypse. Et puis après, ça m'a dit, Dominique, tu vas écrire la suite. Parce que quand j'ai eu fini le premier, bon, je pensais que j'avais accompli ma mission. Et après, ça m'a dit, tu vas écrire la suite. Bon, d'accord. Oh, et puis, j'ai ouvert un calepin, parce que je procède comme ça. Je suis habitué à travers les livres maintenant. Et donc, j'ai ouvert un calepin, puis les informations arrivent régulièrement. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit à travers des méditations, soit de la marche méditative, soit des canalisations, des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai écrit Les Portes de l'Agartha. Donc, c'est le voyage qui va vers l'intérieur. Donc, c'est une manière, dans le roman, de décrire un parcours. Hein. Enfin, voilà, donc avec beaucoup de symboles, beaucoup inspiré aussi d'expériences personnelles. Et quand j'ai eu fini le deuxième, je savais qu'il y aurait une suite. Donc là, je suis en train d'écrire la suite. Là. Enfin, j'approche de la fin. Enfin voilà, d'écrire la suite. Voilà, qui lui s'appellera De la terre aux cieux. Donc, on passe de l'intraterre à l'extraterre, donc à travers les cartes que j'évoquais, comment ça peut nous guider pour être en contact avec des intelligences non humaines
en collaboration avec les intelligences, enfin, les intelligences non humaines extraterrestres en collaboration et en lien avec les intelligences humaines intraterrestres. Voilà, cette démarche-là. Et là, je peux vous dire que je suis en train de... Donc, comme je disais, je suis plutôt sur la fin du roman et je sais qu'il y aura un quatrième volet. Et le quatrième volet, ce sera directement dans les astres, quoi. Enfin, on va dire vers les origines. Et tout ça c'est de l'inspiration qui n'est pas propre à moi. Donc, je partage l'écran parce que je vais aller un petit peu plus loin, voilà, pour faire référence à notamment une personne, la dame qui est à gauche. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent, elle s'appelle Dolores Cannon, elle est décédée maintenant. Parce que dans mes contacts enfin, dans les contacts que j'ai eus avec des intraterrestres, j'ai eu le besoin, la nécessité de faire une hypnose régressive quantique. Donc, par quelqu'un qui a été formé aux États-Unis, par l'école de Dolores Cannon. Et donc, l'hypnose régressive quantique, donc Dolores Cannon, au départ, c'était une psychologue. Et elle a beaucoup travaillé avec l'hypnose. Et elle s'est rendue compte que dans l'hypnose, dans un premier temps, elle allait vers des mémoires karmiques. Donc, elle était déjà bien branchée, Dolores Cannon. Et ensuite, elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses qui n'avaient rien à voir avec les dimensions karmiques et que c'était vraiment avec d'autres dimensions. Et à partir de ce moment-là, elle a développé son travail et elle a écrit un bouquin qui est le plus connu. Hein, et souvent, les personnes rentrent dans son univers à travers ce bouquin qui s'appelle les vagues, les trois vagues. Si quelqu'un a le titre, les trois vagues de volontaires. Voilà. Et là, j'ai mis dessous la couverture de celui qui me touche le plus. Là, c'est une affaire personnelle, celui qui s'appelle Les Gardiens. Et donc, dans tous ses livres, elle a écrit une vingtaine de bouquins. Il y en a 6 ou 7 qui sont traduits en français maintenant. Enfin, voilà, il y a donc, en hypnose régressive quantique, il y a des témoignages d'autres dimensions de vie. On va dire des connexions de l'être intérieur, on va dire avec d'autres dimensions, on pourrait dire fractales, des dimensions sur d'autres sphères. Donc j'ai eu envie et la nécessité et le besoin, enfin voilà, d'avoir cette expérience d'hypnose régressive quantique. Et il se trouve que voilà. J'ai fait des connexions avec des planètes, donc on va dire système solaire, et puis aussi des connexions avec d'autres astres et d'autres étoiles. Et la particularité, c'était que j'étais toujours en transit dans des intérieurs de sphères. Je préfère dire sphère que planète, parce que planète, on peut faire la confusion avec la Terre ou avec d'autres planètes. Donc avec d'autres sphères, on va dire, astrales. Et ça m'a donné une confirmation on va dire, de la signature de mon âme. Là, je parle bien de l'âme et du rôle qu'avait l'être intérieur dans la trajectoire et dans toutes ces interconnexions. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que d'une part, ça m'a apaisé. Ça ne veut pas dire que j'étais inquiet, mais ça a apporté un peu plus de paix en moi et puis aussi de sérénité. Parce que quand on est dans des approches comme ça, on peut avoir du doute. J'ai eu des doutes, hein, parce qu'il y a des moments, je pouvais me dire, bon Dominique, attends, il y a des moments, peut-être que tu pars un peu en vrille. Hein, ça existe, hein, j'étais bien placé pour le savoir. Et là, ça m'a conforté, je dirais, dans la démarche. Et c'est vraiment très, pour moi en tout cas, ça a été très, très utile de faire cette démarche-là. Donc, vraiment, donc je reviens sur l'image, dans l'orientation de Dolores Cannon.
Et là, en ce moment, là, je crois qu'il y a un troisième bouquin qui est sorti d'elle, enfin dans la série, hein, c'est Les Arcanes de l'univers, donc c'est le troisième tome. Enfin voilà, ce sont que des témoignages. C'est-à-dire qu'elle enregistre les séances qu'elle a eues et puis, pouf, elle délivre les témoignages. Et l'autre personnage qui est à droite, c'est John Mack. Lui, il est plus américain aussi, hein. Il est plus psychiatre et il a évoqué sur son livre-là, Enlevé par les extraterrestres, il fait davantage allusion, lien avec des abductions. Donc, des abductions des personnes qui sont enlevées, hein, temporairement par des entités extraterrestres. Mais lui, il fait davantage le lien avec la dimension psychopathologique potentielle et puis surtout dans des démarches thérapeutiques pour les personnes. Donc, c'est intéressant. Je dirais qu'il y a 20 ans, ça m'aurait beaucoup plus intéressé que maintenant et que je trouve que la démarche de Dolores Cannon est plus pertinente en ce qui me concerne par rapport à mes besoins et par rapport à ma recherche. Voilà, mais bon, l'un et l'autre, en fonction de nos besoins, peut correspondre. Donc, à partir de ce moment-là, avec cette personne-là en hypnose régressive quantique, ça m'a permis d'avoir, je dirais non pas des certitudes, mais des points, je dirais, des points d'ancrage, on va dire des points de stabilisation dans la démarche. Stabilisation ne veut pas dire rester immobile, hein, enfin voilà, mais ça, je dirais quelque part, ça m'a donné confiance. Voilà, enfin, voilà, ou alors de inutilement douter. Et donc la relation avec les intraterrestres est beaucoup moins sujet au doute, elle est tranquille, elle est apaisée. Et maintenant, c'est ce qui me permet de commencer à avoir des connexions plus conscientes avec des, des entités plutôt d'intelligence non humaine extraterrestre. Voilà ce que je voulais développer pour rester dans le timing. Et donc, je vous présente les ouvrages qui sont directement en lien, hein. Donc, Les Portes de l'Agartha, donc je rappelle, j'ai voulu écrire sous forme romancée. Donc, la première partie que j'évoquais tout à l'heure, la jeunesse de Perrine, voilà, hein, la jeune adolescente, voilà, hein, à travers les 12 heures de l'Apocalypse, hein, voilà. Et ensuite, le périple, l'évolution de toujours la jeune Perrine à travers les Portes de l'Agartha. Donc, l'un et l'autre j'ai voulu écrire sous forme romancée, de façon à donner davantage à la fois de fluidité dans le texte, dans les partages, et puis aussi de façon à permettre aux personnes qui lisent, à travers leur imaginaire, de pouvoir faire des connexions. Là, j'aurais pu écrire roman initiatique, mais bon, enfin, j'ose pas trop l'affirmer en tant que tel, donc je préfère dire roman. Et puis les personnes qui sont sensibles au côté initiatique s'y retrouveront. Donc il n'y a pas forcément besoin de marquer. Et les deux ouvrages dont je vous parlais tout à l'heure, hein, enfin voilà, donc Baptiste Labris, donc Dominique, voilà, c'est mon prénom. Okapa Gotha, ça en lien avec mon être intérieur. Voilà, donc une double signature, enfin en l'occurrence une triple, hein, parce qu'il y a une autre dimension qui était présente. Et celui que je vous ai évoqué avec les 14 cartes, enfin voilà, qui est sur ce format-là. Donc moi, je m'amuse à faire tous les bouquins, ce sont des bouquins que j'auto-édite, je m'amuse à les faire toujours avec la géométrie sacrée. Donc avec la suite de Fibonacci, donc tous mes livres font 13 par 21, enfin voilà, et celui-là fait 21 par 34. Enfin, voilà. Et celui-ci, c'est le livre de base, enfin, ce qui me concerne, qui est La voie initiatique du labyrinthe, qui est le livre qui va être le sujet de mon intervention en présentiel parmi vous, se voir pour de vrai, avec un grand plaisir, sur le sujet du labyrinthe. Voilà comment le labyrinthe peut amener et comment un parcours peut se partager, se témoigner dans cette relation avec des dimensions subtile et néanmoins très vivante, donc dans le monde en lien avec Dolores Cannon. Non, parce que je vois là quelqu'un qui fait référence à Dolores Cannon, non, en lien avec l'Agartha et en lien avec l'intraterre. Voilà, en tout cas, je vous remercie.